En ce mois de juin 2026, deux événements simultanés alimentent la controverse en Côte d'Ivoire. D'une part, des opérations de déguerpissement forcé touchent plusieurs quartiers d'Abidjan, Koumazi Campement, Zimbabwe à Port-Bouët et d'autres zones annoncées, jetant à la rue des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes selon les sources militantes, en pleine saison des pluies. D'autre part, l'avenue Jean Mermoz, artère emblématique du quartier résidentiel de Cocody, est rebaptisée avenue Téné Birahima Ouattara, du nom du frère cadet du président Alassane Dramane Ouattara, ministre d'État. Ces événements s'inscrivent au lendemain de la présidentielle d'octobre 2025, remportée par Alassane Ouattara dans un contexte contesté, son 4e mandat, dénoncé par une partie de l'opposition comme anticonstitutionnel. Des manifestations ont été réprimées, des arrestations massives auraient eu lieu, plus de 1000 selon la source, et plusieurs figures de l'opposition, dont Henri Konan Bédié selon des informations antérieures, opèrent en exil ou depuis une position fragilisée. La mort, annoncée le 7 juin 2026, de Séraphin Boni, vice-président du PDCIRDA, et figure du mouvement de soutien à Tidjane Thiam, ajoute une dimension symbolique supplémentaire à cette séquence. Le président Alassane Ouattara et son clan familial au sens large, Cissé Ibrahim Bakayoko, gouverneur du district d'Abidjan, présenté comme l'exécutant des déguerpissements, Téné Birahima Ouattara, dont la montée en puissance symbolique est illustrée par le renommage de l'avenue, et en face, des populations précaires déplacées, une opposition fragmentée et une diaspora ivoirienne active sur les réseaux sociaux. Abidjan est l'une des métropoles africaines à la croissance démographique la plus rapide, estimée à plus de 6 millions d'habitants dans l'agglomération. Cette pression démographique a engendré une urbanisation largement informelle dans des zones à risque, bords de lagunes, corridors d'infrastructures, bassins versants. Les déguerpissements ne sont pas une nouveauté dans l'histoire ivoirienne, mais leur rythme et leur dimension politique s'accélèrent sous l'ère Ouattara, notamment en lien avec les grands projets d'infrastructures financés par des bailleurs internationaux. Le régime du Rassemblement des Républicains, RDR, puis du RHDP, coalition au pouvoir, a bâti une partie de sa légitimité sur la promesse d'un développement économique visible, ponts, autoroutes, gratte-ciel, stades. Cette vitrine du miracle ivoirien a un coût social que la source dénonce. Les populations les plus précaires, souvent issues de groupes ethniques ou régionaux perçus comme moins favorables au régime, paient le prix de cette modernisation par le déplacement forcé. La reconduite d'un 4e mandat dans un cadre constitutionnel contesté, conjugué à la répression des manifestations post-électorales, avait déjà signalé que le régime entendait gouverner sans compromis significatif avec l'opposition. Le renommage de rue au profit de membres du clan présidentiel constitue le prolongement symbolique de cette logique de captation. Le déclencheur factuel immédiat est double, la décision administrative de procéder au déguerpissement du quartier Koumazi Campement et de plusieurs zones de Port-Bouët et le renommage de l'avenue Jean Mermoz. Ce qui rend la situation politiquement explosive, c'est la concomitance de ces deux événements avec les inondations provoquées par les pluies saisonnières intenses qui s'abattent sur Abidjan. Il semblerait que les déguerpissements aient été annoncés, selon les témoignages recueillis, depuis avril 2026, avec un délai d'1 an et demi accordé aux populations. Cependant, la mise en œuvre effective, réalisée en juin en pleine saison des pluies, suggère soit une défaillance de coordination administrative, soit une indifférence délibérée aux conditions climatiques. Le gouverneur Bakayoko, dont la déclaration Mbong, la récréation est terminée, j'arrive en force, référence à la Coupe du Monde, a été interprété par les observateurs militants comme une provocation, ni probablement tout cynisme intentionnel, mais la communication maladroite révèle une déconnexion entre les élites administratives et les réalités des populations déplacées. Dans un contexte post-électoral où l'opposition est fragmentée et affaiblie, le régime calcule vraisemblablement que le rapport de force lui est favorable pour accélérer les projets d'aménagement urbain sans concession sociale significative. Le gouvernement invoque la légalité administrative des opérations, avertissement préalable, recensement, orientation vers des structures d'accueil pour justifier les déguerpissements.
Le renommage de rue relève formellement de la compétence des autorités locales et du district. Les populations déplacées opposent à cette légalité formelle une légitimité d'occupation de longue durée, certaines familles habitant ces quartiers depuis plusieurs générations. La légitimité populaire du régime est, par ailleurs, fragilisée par le contexte post-électoral. Un 4e mandat obtenu dans des conditions que ses adversaires qualifient de non conformes à la Constitution de 2016 qui limitait les mandats présidentiels. Le renommage de l'avenue Jean Mermoz, nom d'un aviateur français certes, mais ancré dans la toponymie abidjanaise depuis des décennies au profit de Téné Birahima Ouattara, cristallise un malaise. Cette décision nourrit la perception d'une privatisation progressive des symboles de l'État au profit d'un clan familial, dans la logique d'une succession dynastique que la source dénonce explicitement. Il s'agit d'une hypothèse militante dont les fondements réels restent à évaluer, mais qui trouve une résonance dans la trajectoire politique observable. Abidjan est au cœur de plusieurs projets d'infrastructures financés par la Banque mondiale, la BAD et des partenaires bilatéraux, extension du métro, réaménagement du littoral lagunaire, projet de voirie. Les déguerpissements s'inscrivent souvent dans ce cadre qui impose des emprises foncières libérées. Le financement international de ces projets crée paradoxalement une pression sur les populations précaires que les institutions de Bretton Woods, officiellement engagées sur la question du relogement, peinent à encadrer efficacement. La Côte d'Ivoire reste un pilier de la présence française en Afrique de l'Ouest, base militaire de Port-Bouët, investissement économique majeur, Bolloré, Total, Banque française. Paris maintient une relation étroite avec Ouattara depuis son arrivée au pouvoir en 2011. Cette proximité réduit les pressions extérieures sur les questions de gouvernance interne. Contrairement aux pays de l'AES, Abidjan n'a pas connu de rupture avec ses partenaires occidentaux, ce qui lui confère une plus grande latitude pour gérer ses tensions internes sans ingérence internationale significative. Elle est quasi inexistante sur ces sujets spécifiques. Les institutions internationales documentent les déguerpissements, mais ne disposent pas de mécanismes contraignants pour en modifier le cours. Le régime gère la communication par le silence officiel ou la minimisation. Le gouverneur Bakayoko, dont la déclaration maladroite a alimenté la polémique, n'a, selon les sources disponibles, pas produit de réponse empathique aux situations de détresse documentées. L'opposition est dans une position de grande faiblesse structurelle, fragmentée entre le PDCI de Tidjane Thiam, opérant partiellement depuis l'exil, les partisans de Gbagbo et diverses formations mineures. Elle peine à capitaliser politiquement sur la crise sociale. La mort de Séraphin Boni prive le PDCI d'un cadre intermédiaire important au moment où la mobilisation serait nécessaire. La Constitution ivoirienne de 2016 garantit le droit à la propriété et au logement, articles 9 et 13. Les déguerpissements, pour être légalement fondés, doivent s'accompagner d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique incluant une indemnisation juste et préalable. Les témoignages recueillis suggèrent que cette procédure a été appliquée de manière insuffisante ou précipitée. L'occupation informelle, habitat construit sans titre foncier légal, fragilise juridiquement les occupants qui ne peuvent techniquement revendiquer une indemnisation d'expropriation mais sont pourtant fondés à bénéficier d'un relogement décent selon les normes opérationnelles de la Banque mondiale applicables aux projets qu'elle finance. Le Conseil constitutionnel ivoirien, dont la composition est perçue par l'opposition comme favorable au régime, n'a pas vocation à être saisi sur des questions de déguerpissement administratif. Les tribunaux ordinaires restent théoriquement accessibles mais pratiquement difficiles à mobiliser pour des populations sans ressources ni représentation juridique. Le régime poursuit les déguerpissements selon son calendrier, accompagne marginalement les populations relogées et la crise se dilue dans l'absence d'une mobilisation opposition organisée. Le renommage de l'avenue fait jurisprudence pour d'autres décisions similaires. Indicateurs à surveiller, absence de manifestations d'ampleur à Abidjan, continuation des projets d'infrastructure, silence des partenaires internationaux. La conjonction des déguerpissements, des inondations et de la symbolique du renommage génère une mobilisation populaire urbaine que les réseaux sociaux amplifient jusqu'à contraindre le régime à des gestes d'apaisement. Indicateur.
manifestations spontanées dans plusieurs quartiers d'Abidjan, couverture internationale de la crise humanitaire, déclaration d'ONG de protection des droits. Une mobilisation naissante et réprimée avec la même fermeté que les manifestations post-électorales d'octobre 2025, consolidant le cycle autoritaire mais accroissant le ressentiment des populations urbaines précaires. Indicateurs, arrestation de journalistes ou de militants documentant les déguerpissements, blocage de plateformes de streaming, déclaration d'état d'urgence localisée. La dynamique ivoirienne actuelle rappelle dans ses structures profondes plusieurs précédents africains. À Lagos, dans les années 1990 à 2000, les gouvernements successifs ont procédé à des démolitions massives de quartiers informels. Maroko en 1990, Badia East dans les années 2010, au nom de la modernisation urbaine, générant des crises humanitaires documentées par Amnesty International sans provoquer de changement politique majeur. La patrimonialisation de l'espace public, renommage de rues, d'universités, de stades au profit du président ou de sa famille, est un phénomène bien documenté en Afrique subsaharienne, stade Léopold Sédar Senghor au Sénégal, université Omar Bongo au Gabon, aéroport Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire elle-même. La nouveauté ici est que ce processus touche non plus le président lui-même, mais son frère, ce qui introduit explicitement la dimension dynastique dans la symbolique de l'État. Ce que ces comparaisons révèlent, les régimes africains à légitimité électorale contestée tendent à compenser leur fragilité politique par une démonstration permanente de contrôle de l'espace urbain et symbolique. C'est moins un signe de force que d'une insécurité institutionnelle profonde. L'ampleur exacte des déguerpissements, les conditions réelles de préavis accordées aux populations, l'existence ou non de programmes de relogement effectifs et la position des partis d'opposition structurés face à cette situation restent non documentées dans la source disponible. Les rapports indépendants d'ONG, Human Rights Watch, Amnesty International, Centre du commerce international pour le développement, sur ces opérations spécifiques, la position officielle des bailleurs des projets d'infrastructures concernés et l'état réel de l'organisation politique de l'opposition ivoirienne en juin 2026. Dans un contexte où l'opposition ivoirienne est fragmentée, la société civile contrainte et les partenaires internationaux silencieux, quels sont les mécanismes, formels ou informels, internes ou externes, qui pourraient encore exercer une pression efficace sur le régime Ouattara pour que la modernisation urbaine d'Abidjan cesse d'être socialement prédatrice à l'égard des populations les plus vulnérables?